Bonjour à toutes et à tous, donc ravi de vous rencontrer. Est-ce qu'on est bon au niveau de l'enregistrement? Nickel. Alors, pour commencer, une petite présentation. Donc, moi, je m'appelle Florian Lombardo, je suis docteur en sociologie et spécialiste du suicide. Mes travaux, notamment, portent sur les réseaux sociaux et le suicide. Et là, le dernier truc porteur, on va dire, sur lequel je travaille, c'est de dire qu'est-ce qui se passe en temps normal quand une personne exprime une détresse suicidaire sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça se passe mieux, globalement. Donc il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, et il y a des projets en ce moment un peu actifs qui sont en train d'être lancés autour de ça. Si vous voulez, on pourra en discuter, mais je vous propose de plutôt en discuter en ouverture ou en discussion après, puisque moi je suis sollicité aujourd'hui pour vous faire une présentation sur la philosophie morale et le suicide. Pourquoi ça? Parce que moi je trouve ça intéressant, et parce que d'expérience je trouve ça sympa de mettre un peu de philosophie dans les cercles de vulgarisation ou de zététique, puisque c'est parfois des sujets qui sont un peu passés rapidement, et du coup moi je trouve ça assez chouette. Alors, qu'est-ce qu'on va voir concrètement? Eh bien, on va faire une chronologie avec une question assez simple, pour ou contre le suicide. Alors, ça peut sembler un peu bizarre comme question, mais en fait, on va voir que de tout temps, pour une raison un peu bizarre, tout le monde a toujours eu un avis sur la question. Et quand je dis de tout temps, le plus ancien que j'ai retrouvé, c'est Pythagore, donc on est 6e siècle avant notre ère, peut-être avant, je ne me rappelle plus les dates exactes, et ça va jusqu'à maintenant, concrètement, où on peut trouver des philosophes médiatiques qui vont pas hésiter à avoir leur avis. Et on va voir qu'on a eu un petit tournant dans les années 50 qui a mis fin à plusieurs millénaires de débats. J'ai deux avertissements à faire. Alors, en guise d'introduction, je vais aussi me concentrer sur les philosophes occidentaux, parce qu'il y a beaucoup de philosophes et de philosophies dans le monde, et que moi je suis plus spécialiste de la philosophie occidentale, plutôt européenne. Donc ça ne veut pas dire que c'est tout ce qui existe, etc., et que personne n'a eu d'idée ou d'avis en Orient, en Afrique, etc., etc. Juste, on ne peut pas tout faire tout le temps. Et surtout, petit avertissement sur le fait qu'on va traiter d'un sujet sensible. Alors normalement là c'est une présentation plutôt édulcorée puisqu'on l'aborde d'un point de vue philosophique. Maintenant moi c'est un réflexe que j'ai pris dans mes présentations sur le suicide, de rappeler que c'est un sujet auquel moi je suis forcément un peu désensibilisé, vu que c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais du coup n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre si je suis un peu déshumanisant. N'hésitez pas aussi à partir ou à interrompre l'intervention si jamais vous sentez que c'est quelque chose de difficile. Et dans tous les cas, si ça va pas, on a maintenant en France un numéro d'appel d'urgence qui est le 3114, donc n'hésitez pas à l'appeler, et j'ai mis des petites cartes prévention 3114 devant. Donc voilà, ceci étant dit, tout le monde est en forme? Allez, super, on a le petit café dans les éco-cups cercles zététiques quand même, donc moi je trouve ça vraiment super. Ah oui, ils sont en vente 2 € les éco-cups. C'est le coût d'achat, vous achetez cher. Ouais, ça marche. Donc le sponsor de l'événement est l'éco-cup cercle zététique à 2 € à la boutique. Bon alors, le temps que nos collègues arrivent, on va faire une petite introduction générale avant de commencer. Est-ce que vous connaissez un peu la philosophie morale? Si je vous dis philosophie morale, comme ça vous fait penser à quoi? Hegel, ok, on a des noms qui ressortent, on verra pas Hegel, mais on en verra d'autres, vous en faites pas, normalement vous saurez plein de noms. Kant, on verra un peu de Kant. Alors ça c'est des philosophes qui ont parlé de morale, mais la philosophie morale, qu'est-ce que ce serait pour vous dans votre... Bon, c'est pour ça que je suis là, a priori, hein, donc... Mais bon, c'est bien, comme ça on discute un peu, on est détendu, tout ça. De quoi, pardon? Non? Dans les prix de cours. Ah oui, vous attendiez pas une interaction aussitôt dans la présentation. Bon, c'est pas grave, ça va bien se passer quand même, rassurez-vous. Bon, la philosophie morale, c'est quoi? Bon, déjà, la philosophie, qu'est-ce que c'est? Historiquement, la philosophie, c'est le raisonnement rationnel à propos de un peu tout et n'importe quoi. Et une fois qu'on commence à s'être structuré assez efficacement dans un champ, eh bien, on se spécialise et historiquement, ça devient une science. Par exemple, Aristote
en tant que philosophe, va étudier l'embryogenèse de l'œuf, de la poule, en disséquant des œufs, etc. Ces travaux vont ensuite être surspécialisés et ça va donner naissance à la biologie, puisque ensuite les biologistes n'ont plus besoin de connaître le reste de la philosophie pour retravailler. D'accord ? Bon, du coup, il y a un certain nombre de champs comme ça qui sont issus de la philosophie, et il y a un des champs qui est intéressant, qui est de dire qu'est-ce que c'est qui est bien, qu'est-ce que c'est qui est mal. Et ce champ, donc, c'est le champ de la morale. Et donc on arrive sur la philosophie morale, qui va être une manière rationnelle et autant que possible optimisée de réfléchir à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et moi déjà je trouve ça important de rappeler qu'en fait il y a des gens qui ont réfléchi à cette question, à la fois en termes de méthodologie et en termes de résultats, parce que bien, mal, c'est pas uniquement une question de est-ce que moi je trouve ça bien ou mal. Il y a des gens qui ont vraiment passé beaucoup de temps et d'énergie à essayer de rationaliser le processus pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. D'accord ? Et ça, c'était quelque chose que je trouve intéressant de vous dire en introduction, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on va identifier grosso modo 3 manières de pratiquer la philosophie morale. D'accord ? Donc ça, vous avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on va appeler l'éthique de la vertu, donc ça c'est la manière plus ancienne, et après à partir des Lumières on va avoir une opposition entre la déontologie et le conséquentialisme. Ok, c'est pas grave, ça fait des mots compliqués, encore une fois on va s'en sortir. Je vous dis ça en intro, comme ça vous avez un peu des bases de philosophie morale, et après on rentrera plus dans le vif du sujet, et ça pourra un peu nous porter dans le trame de fond. Donc l'éthique de la vertu, c'est quoi ? L'idée, donc dans cette présentation, encore une fois, qui est occidentale, on remonte la philosophie à l'Antiquité grecque essentiellement. Et à cette époque-là, il y a une notion qui est assez importante, qui est la notion de fortune, qui ne renvoie pas à une richesse, mais qui est un peu une sorte de penser le hasard de manière bizarre. En gros, l'idée, c'est de dire, dans la vie, il va se passer des choses, et ça c'est le hasard, et la fortune c'est d'être capable de saisir les opportunités quand elles arrivent, de gérer les coups du sort quand ils arrivent, etc. Et donc cette éthique de la vertu, en fait, elle va proposer une posture qui est celle qui arrive à saisir correctement la fortune. En gros, l'idée c'est de se dire un peu, on est sur une pensée naturaliste, en gros la vie elle arrive comme elle est, mais on n'est pas non plus incapable d'agir. Et donc tout l'enjeu c'est d'avoir cette posture qui permet de se positionner. Ça, c'est la philosophie antique. Et ensuite, c'est une notion qui va être appréhendée pendant le Moyen-Âge par la scolastique, c'est-à-dire par les philosophies chrétiennes, au sens général, en disant, en gros, la réflexion morale sur la chrétienté, c'est de dire Dieu a décidé un certain nombre de choses, mais ça ne veut pas dire que nous, en tant qu'humains, on doit se laisser faire et attendre que ça passe. On doit saisir des opportunités, on doit accepter les coups du sort, etc., etc. Et donc là, on voit que ça, c'est ce qu'on appelle donc l'éthique de la vertu, et c'est vraiment la manière antique et médiévale d'imaginer la morale, et on va avoir un tournant au moment des Lumières où on va essayer de rationaliser ça. Est-ce que... Bon, non, allez, on finit quand même, comme ça vous avez les 3 modèles. Et là, on va avoir 2 modèles différents qui vont s'opposer. On a un modèle qui est plutôt britannique, qui est le conséquentialisme, et qui revient à dire, les gars, arrêtez avec vos histoires de Dieu, de destin, de machin. Moi, c'est facile. Pour calculer la morale, on regarde ton acte, qu'est-ce qu'il a eu comme conséquence. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. C'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Le mouvement conséquentialiste le plus connu, c'est l'utilitarisme. Et le but du jeu, c'est de dire, on veut maximiser le bonheur de tout le monde. Donc, en gros, pour se dire est-ce qu'un truc est bien ou mal, on regarde, on dit ok, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Est-ce que ça a plus de bonheur? Oui, c'est bien. Est-ce que ça a moins de bonheur? Non, c'est pas bien. Ça, l'avantage, c'est que c'est facile à comprendre. Ça existe encore aujourd'hui. Par exemple, c'est Singer, aujourd'hui un grand philosophe utilitariste, qui est connu notamment engagé dans la cause pour le droit des animaux, etc. Mais à l'inverse, on va avoir aussi des courants de philosophes rationalistes qui vont dire non, non, mais ça c'est empirique, c'est le terrain, nous on est philosophes, ce qui compte c'est la rationalité du discours, c'est l'argumentation. Et ça a donné naissance à la déontologie. Et la déontologie, ça repose sur une argumentation qui met en avant qu'il y a des choses qui sont a priori impossibles. Alors je vais vous expliquer parce que celui-là il n'est pas évident à comprendre comme ça. Un exemple, ce serait de dire, et ça c'est inspiré de la philosophie kantienne dont on parlait tout à l'heure, Kant nous dit la chose suivante. Si pour que je puisse voler un objet à quelqu'un, il faut que la notion de propriété privée existe, parce que s'il n'y a pas de propriété privée, il n'y a pas de vol. Mais si tout le monde vole, cette notion de propriété est rendue caduque, puisque ça n'a aucun sens d'être propriétaire si tout le monde peut se servir. Et donc, on crée une sorte de paradoxe dans l'argumentation qui laisse entendre que le vol, c'est mal, puisque rationnellement, ça crée un système qui ne peut pas se tenir sur le long terme. Ok, on voit l'ambiance. L'intérêt, c'est que ça marche avec plein de trucs. Hein. Tuer, c'est mal, parce que pour tuer, il faut impliquer qu'il y ait de la vie, mais du coup, si tout le monde tue, ça nie le principe de vie, et donc, rationnellement, ça ne fonctionne pas.
D'accord, je sais pas moi, aider les gens, c'est bien, ça implique qu'il y ait des gens, et au plus on les aide, au plus il y a des gens, donc c'est bien. Okay, donc ça, quand on pousse un peu la technique, hein, ça demande de la raisonnement, mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir identifier des scénarios absolument bien ou absolument mauvais. Par exemple, dans l'absolu, c'est pas bien de tuer les gens. Ok ? Bon voilà nos 3 modèles de philosophie morale, ça vous fait une petite introduction générale à la philosophie morale, et maintenant, on va se plonger dans l'histoire autour du suicide. Et pour commencer, on part dans l'Antiquité, et je vous disais tout à l'heure, au 6e siècle avant notre ère, le premier retour qu'on a d'un philosophe qui a donné son avis sur le suicide, c'est Pythagore. Et que dit Pythagore? Eh bien, il nous dit qu'il est interdit de quitter le poste de la vie sans l'ordre du commandant, c'est-à-dire du Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'approche de Pythagore, l'homme s'inscrit dans un tout dont il n'est pas le seul responsable. En gros, on n'est pas dans une posture individualiste. L'idée, c'est de dire qu'on a une collectivité, et il y a quelqu'un qui est responsable de cette collectivité. Ici, ce qui est important à saisir, c'est cette notion de Dieu, qui, si vous avez suivi un peu le contexte, en fait, n'est pas du tout à comprendre au sens d'un Dieu judéo-chrétien, puisqu'on est dans le scénario antique, et donc cette notion de divinité, ça renvoie à toute cette notion de la nature des choses, l'idée de fortune dont je vous parlais tout à l'heure, etc. Donc on est plus dans l'idée de dire, voilà, le divin, c'est un ordre naturel des choses. D'accord ? Et puis, 2 siècles plus tard, on a Platon qui va essayer de retranscrire ça sous une autre forme. Il nous dit, ce sont les dieux qui sont nos gardiens à nous, et que nous, les humains, formons une partie des troupeaux que les dieux possèdent. Et il va clôturer là-dessus en disant, l'homme qui se suicide serait-elle la brebis qui se vole à son propre chef de troupeau. Et donc en gros, lui, il va nous dire, le vol, c'est mal. Si je suis un berger et que j'ai une brebis qui part, c'est comme si quelqu'un me l'avait volée, et il se trouve qu'elle s'est volée toute seule. Et donc nous, en tant qu'humains, c'est la même chose, on appartient à une entité, et donc ça va être quelque chose de négatif de mettre fin à ces jours, puisqu'on a une responsabilité vis-à-vis de cette collectivité. D'accord ? Et enfin, donc là vous voyez que sur la philosophie antique, on est sur des choses qui sont assez basiques, entre guillemets. Hein. Le principe, c'est de dire on fait partie d'un tout, c'est pas bien de s'enlever du tout, parce que du coup on manque aux responsables du tout. Mais avec Aristote, on va monter un peu le niveau. Hein. Donc Aristote, très très grand penseur, père fondateur de la moitié des sciences modernes, et surtout de la méthode scientifique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et du coup, il nous dit la chose suivante, il est des fois où il est légitime de mettre fin à ces jours, et c'est la loi qui décide. Pourquoi cela? Eh bien parce que le rôle de la loi est de rétablir la réciprocité entre les différents membres de la société, et vu que le suicide ne cause de tort à personne, il cause du tort à la société. Alors qu'est-ce qu'on est censé comprendre de ça? L'argument est un peu tordu. L'idée, c'est de dire que d'une part, on va considérer que la loi, c'est un élément central de toute société humaine. Okay. Deuxièmement, on va considérer que le principe de la loi, c'est de réparer les torts ou de les minimiser autant que possible. Et troisièmement, Aristote nous dit, eh bien, écoutez, puisque le suicide est interdit dans la société où je vis aujourd'hui, et que le suicide ne fait de mal à personne, hein, parce que lui, il ne va pas forcément rentrer dans cette approche un peu spirituelle, de dire, voilà, on est un groupe, on est tous potes, faut qu'on fasse des trucs ensemble, eh bien, il va dire, c'est donc que le suicide cause un tort à quelque chose, et donc cette chose, vu que ça ne peut pas être l'humain, vu qu'on l'a vu que voilà, c'est pas l'humain, et bien forcément c'est la société. Et donc en fait on en revient de manière un peu détournée à défendre le même argument que précédemment, à savoir l'homme fait partie d'un tout et il faut qu'il y reste. Donc ça c'est nos philosophes antiques hein, qui datent le plus, et on voit qu'ils sont tous plutôt contre le suicide, hein. Ce sont des gens qui vont dire le suicide c'est pas bien. Mais rassurez-vous, dans l'Antiquité, on a des gens qui disent aussi le suicide, c'est bien. Et là, on va passer sur d'autres courants de philosophie. Alors attention, je vulgarise, hein, quand je dis le suicide, c'est bien, on n'est pas dans l'idée de faire l'apologie du suicide. Hein. Le principe, c'est plus de dire, on en a qui disent c'est pas bien, il faut pénaliser, et il y en a qui disent laissez les gens tranquilles, s'il vous plaît, ils vous aurez demandé quoi. C'est plus ça l'ambiance, hein. Personne dit allez go, suicidez-vous tous, etc. Ça c'est plus du fanatisme, c'est pas philosophique en tout cas. Bon allez, on commence par Diogène de Sinope. Alors Diogène, vous le connaissez sûrement, il est connu parce qu'il habitait dans son tonneau, parce qu'il a discuté avec Alexandre le Grand en lui demandant de lui laisser plus de soleil. Il est porteur du mouvement cynique, donc le cynisme. Est-ce que vous connaissez le cynisme? Ça vient du chien. Ça vient du chien, exactement. Et du coup, pourquoi le chien?
il fait ce qu'il veut, ben, un peu, ouais, tout à fait. Pour Diogène, en fait, le chien, c'est un peu l'idéal en termes de vie. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va être sur un très bon compromis entre suivre la fortune, la nature des choses, voilà, le chien il se balade, il fait ses trucs, mais ça reste quand même un être social qui est parfaitement capable de cohabiter avec d'autres espèces ou avec d'autres individus de la même espèce, etc. Et donc Diogène développe toute une école de pensée autour de cette idée qu'il faut accepter la nature. Par exemple, Diogène était connu pour se masturber allègrement sur la place publique, parce que lui il disait, voilà, écoutez, là j'ai un désir sexuel, il est facile à assouvir, donc on y va, quoi. Et quand on lui faisait remarquer que bon, c'était quand même un peu border au niveau des enfants qui passaient, tout ça, il répondait, en fait, imaginez si on pouvait juste régler le désir de faim en se frottant le ventre, ce serait tellement plus simple la vie, donc pour ce désir-là, autant pas se prendre la tête, voilà, ça marche très bien comme ça. Et donc, c'était un peu, voilà, se laisser aller, vivre la vie comme elle vient, et là où on va considérer qu'il est plutôt neutre vis-à-vis du suicide, c'est que du coup, lui, il va pas émettre de jugement, en fait, parce qu'il va dire, la vie vient comme elle vient, il n'a pas particulièrement d'avis sur le suicide, mais de fait, il va encourager des comportements qu'on pourrait considérer comme suicidaires, notamment quand on parle de suicide par attrition, et là, le meilleur exemple, c'est celui de la mort de Diogène, où le principe, c'est qu'à force de vouloir vivre comme un chien, il a arrêté de cuire la viande qu'il mangeait, ce qui posait un petit problème à une époque où la médecine n'était pas si fonctionnelle que ça, et donc il est mort tout simplement d'une infection ou de je ne sais quoi, après avoir mangé de la viande avariée, crue, voilà. Et du coup on se retrouve sur cette notion de suicide par attrition, où en fait, en prenant un style de vie où on s'en fiche de tout, forcément à un moment on s'en fiche un peu de la vie elle-même, et ça finit par mourir. Bon, du coup, voilà, ça c'était Diogène, un peu caractériel, mais bon, c'est quand même intéressant de le mentionner. Et là, on va passer sur la fin de l'Antiquité, avec d'autres philosophes qui sont plutôt pour. Donc, Cicéron, assez connu, donc à cette époque-là, on a une sorte de valeur assez forte du prince philosophe, d'accord? C'est l'époque où on va considérer que le chef, pour bien mener, il doit être sage, il doit être éveillé, etc. Et donc, les philosophes ont une part assez importante dans la société, c'est eux qui doivent éduquer les futurs meneurs, et ils vont aussi écrire tout un nombre de préceptes à suivre, d'accord? Et donc, on va arriver ici, on est dans le contexte un peu du stoïcisme, de l'épicurisme, etc. Et Cicéron, lui, c'est un philosophe de la Nouvelle Académie. Donc l'Académie, c'est l'école de philosophie qui a été fondée par Platon quelques siècles plus tôt, et en fait il y a eu plusieurs vagues je ne sais pas comment dire, de recteurs, et donc un peu de perspectives, mais il faut se dire que Platon et l'Académie, c'est vraiment la version royale, la version vraiment avec beaucoup de chic de la philosophie. C'est ce qu'on fait de plus classe, c'est le plus dur d'accès, c'est les gens les plus prestigieux et les plus riches, etc. etc. Donc Cicéron, il est dans cette tradition-là, et lui, il va nous dire, c'est un misérable état de succomber à la douleur ou de la supporter avec faiblesse. Parce que le principe de sa posture, dans cette idée un petit peu de grandeur, c'est de dire que l'homme doit toujours être maître de ses émotions, de ses désirs, de ses états. Si vous voulez, c'est un peu l'inverse de Diogène. Diogène, il dit, bon, je ressens un truc, ça vient comme ça vient. Lui, il dit, non, non, on est des humains, on n'est pas des chiens, justement, donc je dois rien ressentir. Et en fait, il va pousser cette réflexion jusqu'au stade où il va nous dire, à un moment, si tu es plus capable de te contrôler, il vaut mieux que tu te suicides en fait, plutôt que d'accepter de vivre dans la souffrance ou dans la douleur. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec un discours qui, encore une fois, vous l'avez bien compris, ne fait pas l'apologie du suicide, mais considère que dans certaines situations, le suicide est acceptable. Et enfin, on finit avec Sénèque, qui est donc le porte-parole du stoïcisme. Et donc, Sénèque va plutôt s'exprimer de la manière suivante. Il nous dit « Irais-je songer que la fortune peut tout pour celui qui vit encore? Pensons plutôt qu'elle ne peut rien contre qui sait mourir. » Donc là, vous retrouvez cette notion de fortune que je vous avais présentée en introduction, d'accord? Et donc, avec le stoïcisme, on a une sorte de philosophie un peu particulière où le principe, en gros, ça va être d'utiliser l'idée de la nature qu'on a retrouvée chez les cyniques par exemple, mais cette nature, encore une fois, on va ajouter une notion de savoir saisir ses opportunités, savoir encaisser les coups du sort, etc., d'où l'idée de fortune, et par contre,
on a face à ça quelque chose qui se rapproche plus de Cicéron, où on a une notion qu'il faut être impassible, il faut être rationnel, il faut saisir sa chance quand elle vient, ne pas la saisir, mais en gros, on n'est pas censé, par exemple, fondre en larmes parce qu'on a perdu le contrôle sur la situation. Donc c'est un peu une sorte de mélange entre dire, bah voilà, il y a des choses qui arrivent, c'est la vie, c'est la nature, et en tant qu'humain, par contre, j'ai une sorte de contrôle, je suis stoïque face aux événements, et ça le pousse à quoi? Et bien lui, ça le pousse à dire que vu qu'il y a cette idée un petit peu de contrôle sur soi et son environnement, et bien si je perds le contrôle, parfois il vaut mieux mourir plutôt que d'accepter cette condition-là. D'où l'idée formulée ici, qui est de dire que l'objectif de la vie, c'est d'avoir une sorte de gestion de la fortune, pas au sens financier, encore une fois, on l'a bien compris, et si j'arrive pas à le faire, ou en tout cas une manière de gérer cette fortune, c'est de me tuer, puisque par définition, cette fortune, c'est les événements du hasard qui m'arrivent, et quand je suis mort, il n'y a plus d'événements du hasard qui m'arrivent, donc j'ai atteint cet idéal d'une manière un peu bizarre. Pour info, c'est aussi des choses qu'on va retrouver dans des philosophies orientales, telles que le bouddhisme ou l'hindouisme, et ça, on en discutera plus en ouverture si ça vous intéresse, en tout cas, c'est pas le propos de cette discussion. Et pour information, Sénèque est le seul des philosophes dont je vous ai présenté à être mort d'un suicide qui correspondait effectivement à sa philosophie, c'est-à-dire qu'il a été condamné au suicide, et il l'a fait. Même si d'une certaine manière Diogène est aussi mort d'un suicide, mais lui c'était plus parce que il mangeait de n'importe quoi en faisant n'importe quoi sans se faire soigner, etc. Donc forcément à un moment ça a été compliqué en termes d'espérance de vie. Bon voilà pour nos philosophes. Donc là on est dans l'Antiquité, normalement on a bien réussi à se positionner par rapport à cette notion de fortune. Vous avez vu que je ne vous ai pas présenté tous les philosophes, et je suis sûr qu'il y en a qui ont pensé à Socrate par exemple, qui est connu pour s'être suicidé notamment, mais on n'en parle pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait tous les textes de Socrate c'est des textes de Platon, et donc on va plutôt retrouver sa posture dans ce que présente Platon. Ok? Voilà de la bibliographie si vous voulez lire des trucs un peu intenses. Bon, en soi, je pense que vous allez récupérer la présentation, quoi. C'est juste si ça vous intéresse. Je vous dirai s'il y a des choses un peu plus intéressantes à lire ou quoi. On passe au chapitre 2, la scolastique. Alors, qu'est-ce que c'est la scolastique? C'est comme ça qu'on appelle le courant philosophique médiéval occidental. D'accord? Grosso modo, alors c'est un peu plus technique que ça, mais l'idée c'est que avec la chute de l'Empire romain et la naissance de la chrétienté, on va recréer un nouveau modèle de pensée philosophique qui va être notamment moral, mais qui va englober toutes les facettes de la vie. Et il est notamment moral parce que l'idée c'est que, vous en doutez, que la chrétienté, on développe une nouvelle réflexion sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et comment tout ça fonctionne, ou devrait fonctionner en tout cas. Et dans les faits, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va avoir une récupération des travaux de certains penseurs antiques, notamment d'Aristote, et c'est comme ça qu'ils nous parviennent en si bonne qualité, et qui vont être calqués en transformant cette notion de fortune en notion de divin. Parce qu'en fait, ça marche assez bien, hein, vous l'avez suivi, et je vous l'avais dit en introduction. Donc ici, sous le christianisme, vraiment, le suicide, c'est pas bien. Alors attention, petite nuance cependant, c'est pas bien dans les textes des grands penseurs, mais dans les faits, jusqu'au Xe, XIIe siècle, on retrouve quand même un certain nombre de traces plus archéologiques et historiques qui laissent entendre que soit on s'en fichait un petit peu. Mais autour du XIIe, XIIIe siècle, et pour accompagner notamment la Grande Peste Noire, on a une sorte de radicalisation des positions du clergé qui vont s'accompagner notamment d'une réflexion assez extrême sur le suicide. Pour ça, je vous ai pris deux penseurs. Le premier, c'est saint Thomas d'Aquin, parce que c'est un peu le scolastique par excellence, donc lui c'est un grand penseur du médiéval, clergé, etc. Et le deuxième, c'est pas un philosophe, c'est un poète, donc c'est Dante, parce que lui en fait il s'imprègne aussi énormément de cette idéologie médiévale, et il va plutôt dépeindre des scènes de vie, et du coup je trouvais intéressant de vous dépeindre la scène de vie de qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont suicidées. Donc vous savez peut-être, Dante, il a donné lieu à l'expression dantesque pour signifier des choses un peu extrêmes, grandes, etc. Et c'est notamment parce qu'il a écrit un bouquin dans lequel les héros se baladent, je crois que c'est les 7 cercles de l'enfer ou du paradis, enfin un truc après la vie, quoi, où en gros l'idée c'est de dire qu'est-ce qui se passe après qu'on soit mort. Et du coup en ce sens c'est une belle représentation de l'idéologie chrétienne en fait, et c'est même lui qui est devenu maintenant, qui a posé les bases un petit peu de ce qu'est le symbolisme chrétien. Bon allez, c'est parti. Pour saint Thomas d'Aquin, on a 3 arguments qui laissent entendre que le suicide, c'est pas bien, mais pas bien du tout. Premier argument, comme tout être s'aime naturellement soi-même, il est contre-naturel de chercher à mettre fin à ses jours.
Bon, voilà, ça aujourd'hui, la réponse adaptée en général c'est ta gueule, merci. Mais pour l'époque, ça marche pas comme ça. Donc voilà, lui on retrouve ici cette idée de voilà, naturellement on a de l'amour, mais c'est un amour encore une fois religieux. Dieu est amour, il est mort pour nos péchés, etc. Donc nous aussi on s'aime et tout le monde s'aime et voilà, c'est mignon, tout ça. Deuxième argument, chaque homme est dans la société comme une partie dans un tout, il appartient donc à la société. Celui-là, vous retrouvez, c'est exactement le même qu'Aristote précédemment, et ça, c'est pas une surprise, puisque une grosse partie des travaux de cette époque sont issus de la philosophie d'Aristote directement. Et le troisième est pas mal, la vie est un don de Dieu, et seul ce dernier a le pouvoir de décider de la mort ou de la vie. Et donc celui-là, le principe, c'est de dire, en fait, Dieu nous a donné la vie, donc j'ai pas le droit de me l'enlever. D'accord ? Si je t'offre un bracelet brésilien, tu n'as pas le droit de l'enlever, c'est moi qui décide quand tu l'enlèves, c'est un peu cette logique-là. Mais avec la vie, apparemment, c'est plus radical. Donc, morale de l'histoire, saint Thomas d'Aquin nous dit vraiment, le suicide, c'est non. Et maintenant, un petit peu de lecture pour voir ce qui se passe pour ces pauvres gens qui sont suicidés dans l'imaginaire chrétien de l'époque. Lorsque l'âme féroce quitte le corps dont elle s'est elle-même arrachée, donc ça veut dire que la personne s'est suicidée, Minos l'envoie à la 7e bouche. Elle tombe dans la forêt, non en un lieu choisi, mais où le hasard la jette. Là, elle germe comme un grain d'épeautre. S'élevant, elle devient une tige et un arbre sylvestre. Les harpies se repaissent de ses feuilles, ouvrent un passage à la douleur qu'elles lui font ressentir. Comme les autres, nous viendrons rechercher nos dépouilles, mais cependant aucun ne les revêtira, car il n'est pas juste que l'homme recouvre ce que lui-même il s'est ravi. Ici, nous les traînerons, et dans la lugubre forêt, nos corps seront suspendus, chacun au tronc de son ombre tourmenté. Bon, morale de l'histoire, il fait pas bon se suicider. Et là, je suis parti du coup sur cette approche plutôt symbolique parce que je la trouve intéressante, mais on va aussi trouver des éléments juridiques qui vont appuyer en ce sens. Alors ça, c'est vrai que j'ai pas trop, parce qu'on fait de la philosophie morale, pas de la sociologie ou de l'histoire, mais juridiquement, on retrouve aussi, pour accompagner ces grands penseurs, en fait, des pénalisations du suicide. Par exemple, sous Néron, donc l'empereur qui a condamné Cicéron au suicide, on en parlait tout à l'heure, si quelqu'un se suicidait alors qu'il était dans les disgrâces de l'empereur, ses enfants pouvaient être déshérités, sa tombe souillée, etc. C'est d'ailleurs un peu le principe d'Antigone, de dire qu'on refuse de donner une sépulture à son frère, etc. Enfin, c'est toute l'ouverture du projet. Mais bon, maintenant on passe aux Lumières. Les Lumières, c'est quand même dynamique aussi en termes de pensée intellectuelle. Là, on va commencer à avoir des affrontements un petit peu, etc. Ça va être super chouette. Et pour ça, d'abord, on va commencer par des généralités. Donc les Lumières, grosso modo, c'est 17e, 18e siècle, c'est les prémices de la révolution industrielle, et surtout, c'est l'introduction dans une pensée rationnelle sur l'homme à tous les niveaux. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir sortir justement du millénaire chrétien, où on se disait, bah voilà, si Dieu il n'aime pas le suicide, c'est pas top. Là, on va essayer de pousser un peu plus loin. Et donc, l'enjeu qui est au cœur du débat, c'est la pénalisation du suicide. C'est-à-dire qu'ici, on n'est pas à dire c'est bien, c'est pas bien, on est à dire écoutez, ça fait 1000 ans, enfin non plus, ça fait aller 600 ans, que quand les gens se suicident, on a toute une législation, on ne peut pas les enterrer dans le même cimetière que les autres, etc. À un moment, est-ce que cette législation est toujours légitime? D'accord? Donc on voit qu'il y a un enjeu concret derrière, c'est pas juste des philosophes qui s'envoient des balles en disant ah là, si c'est bien, non c'est pas bien, etc. Ok? Donc, quels sont les arguments qui justifient à l'époque la pénalisation du suicide d'un point de vue juridique? Premièrement, c'est l'idée que le suicide empêche la réparation des torts. En gros, on ne peut pas condamner quelqu'un qui est déjà mort, et c'est important pour que la justice puisse exister et faire son travail, qu'elle puisse condamner n'importe qui. Formulé différemment, je ne sais pas, moi je vole un œuf, je suis condamné à verser 2 € au commerçant et je me suicide, eh bien j'ai causé du tort à la justice parce que j'ai empêché de faire son travail pour réparer les torts. Ok, vous remettez un peu des ordres de grandeur qui ont du sens, mais en tout cas ça donne un exemple un peu de ce point-là. Deuxièmement, le suicide blesse les plus proches, et c'est paradoxalement, ou en tout cas de manière assez spontanée, ceux envers qui on est les plus redevables. Et ça, c'est quelque chose où, d'un point de vue sociétal, c'est considéré comme un tort que fait la personne qui suicide à son entourage. Troisièmement,
Le suicide entretient le mythe que certaines personnes sont inutiles. Donc on est à l'éveil de la révolution industrielle et on est sur quelque chose où on est en train de basculer vers l'individualisme, mais pas vraiment encore. Et du coup, ça c'est quelque chose qui est très critiqué, de dire en fait, faut pas laisser la personne penser qu'on n'a pas besoin d'elle, tout le monde a sa place dans la société, etc. On a ces notions d'inclusivité, etc., etc. Troisièmement, en lien avec la justice, encore une fois, si le suicide c'est envisagé comme une solution à un problème ou une manière de réparer les torts, ça veut dire que l'homme prend la place de la justice. Et ça, c'est quelque chose qui est très grave du point de vue des Lumières, puisque tout le socle des Lumières, c'est de dire on remplace la loi divine par un texte de loi, c'est le même pour tout le monde, que ce soit le chef ou l'autre, etc. On rationalise les procédés sociaux. Xème point, je ne sais plus à combien on est, c'est pas grave, ça diminue la population, donc on a à la fois une notion de vol de la population, donc on en parlait tout à l'heure, un petit peu je me vole au groupe auquel j'appartiens, mais on a aussi une notion pratico-pratique de dire on est au 19e siècle, 18e siècle, en plein milieu de l'Europe, et le principe de l'Europe quand même c'est de dire que tout le monde se tape dessus constamment. Et donc pour se taper dessus il faut des soldats, et pour des soldats avoir une grosse population, c'est très important. Donc là c'est plus du pratico-pratique, on préfère clairement qu'une personne soit envoyée au front plutôt qu'elle se suicide. Et enfin, le dernier argument, et ça normalement il devrait vous faire tilter un petit peu, c'est qu'il ouvre la porte à la dépénalisation du meurtre. En gros ce que disent certains c'est le suicide ça reste quand même quelqu'un qui a tué quelqu'un, si on dépénalise ça, la prochaine étape c'est de dire qu'en fait c'est plus pénalisé quand quelqu'un tue quelqu'un. Et donc pour certaines personnes ça pose problème. Bon, normalement, ça, on est censé tilter, hein, c'est normal, c'est-à-dire qu'on est des humains normaux avec un minimum d'empathie, etc. Mais bon, on est au XVIIIe siècle là, hein, donc c'est pas encore la même chose. Et pour commencer notre liste des philosophes, donc là, normalement, je vous ai posé un peu ces principes généraux. Je ne les ai pas tous identifiés à des personnes, parce qu'il faut se dire que c'est pas une personne qui a lancé un argument, c'est quasiment un demi-millénaire de fonctionnement qui fait que voilà, l'état d'esprit global, il est là, et ça ressemble à peu près à ça. Et on a quand même, pendant les Lumières, un discours qui va se mettre en place, et je vais vous présenter après 4 penseurs qui ont lutté pour la dépénalisation du suicide, mais du coup, avant ça, je vais vous présenter un des plus grands combattants pour la pénalisation du suicide, qui est, bien sûr, Emmanuel Kant. Cet argument d'Emmanuel Kant, moi je le trouve particulièrement intéressant, puisqu'il va nous permettre de se projeter dans qu'est-ce que c'est que cette démarche déontologique, puisque Emmanuel Kant est le fondateur de l'approche déontologique dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est parti. Alors Emmanuel Kant nous propose 3 arguments. Pour comprendre le premier, il faut savoir que dans la philosophie d'Emmanuel Kant, on retrouve un principe très important qui est que l'humain ne doit pas être une fin doit toujours être une fin en soi. Pardon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En gros, le principe de Kant, c'est de dire que l'humain, en tant qu'homme, de la naissance, il gagne un droit inaliénable à toujours être la finalité de l'action. En gros, quand je interagis avec un humain, j'interagis pour l'humain. Je n'ai pas le droit de me servir de l'humain comme d'un moyen pour faire quelque chose d'autre, parce que ce serait déshumanisant envers cette personne. D'accord? Et donc, tout procédé pour lui qui fait que l'humain est juste utilisé pour arriver à quelque chose, mais n'est pas la finalité de l'action, eh bien pour lui, c'est moralement mauvais. Et donc, le premier point dont Emmanuel Kant va nous parler, il va nous dire, eh bien en fait, quand la personne se suicide, elle va s'utiliser elle-même pour atteindre un autre stade, qui est un stade de mort, ou un stade considéré plus supportable que le stade actuel. Et vous voyez qu'on est déjà un peu plus subtil que nos scolastiques précédents, hein. Mais, nous dit Kant, ça reste un moyen en fait. Et du coup, il faudrait pas, c'est moralement répréhensible, puisque l'objectif c'est d'utiliser l'humain comme une fin en soi et pas comme un moyen. Ok, vous sentez un peu le genre de mind twist que va nous faire Kant, hein. Celui-là c'est l'introduction, donc il est plutôt gentil et normalement on s'en sort bien. Bon allez, deuxième point. Une autre caractéristique de l'homme, d'après Emmanuel Kant, c'est sa liberté. Et cette liberté, elle est liée très profondément avec la notion de responsabilité. Pourquoi? Eh bien, parce que, nous dit Kant, imaginez un loup qui tue une brebis. En fait, le loup n'a pas choisi de tuer la brebis, il a suivi son instinct, et c'est le principe alimentaire normal. Et donc, en ce sens, ça n'a aucun sens d'avoir une juridiction qui va condamner le loup parce qu'il a mangé la brebis. C'est juste la nature et c'était instinctif, il n'avait pas la liberté de faire autre chose. Alors que, nous dit Kant, les humains, contrairement aux animaux, ont cette liberté. Et parce qu'ils ont cette liberté, ils sont responsables de ce qu'ils font, parce que c'est justement parce que je suis libre d'agir de telle ou telle sorte que je peux être tenu responsable pour la manière dont j'agis.
Ok, ça va jusque-là, on suit bien le principe. Et donc, c'est parce qu'il y a une notion de responsabilité qu'il peut y avoir une notion de morale. Parce que ça n'a pas de sens. Comme ça n'a pas de sens de condamner le loup qui mange une brebis parce que c'est la vie, il a suivi son instinct, ça n'a pas de sens non plus de dire que c'est bien ou pas bien que le loup mange une brebis. C'est juste comme ça. Il a suivi la nature, c'est son instinct, voilà, il n'y a pas de réflexion. Et donc, pour qu'il puisse y avoir une notion de morale, une notion de bien ou de pas bien, il faut qu'il y ait des humains qui soient libres et responsables de leurs actes. Et ça, c'est des critères sine qua non de l'idée même d'une morale. Et c'est pour ça que la morale est pour Kant quelque chose de proprement humain. Et donc, en se suicidant, nous dit Kant, l'homme détruit la seule chose qui est capable de faire vivre la morale, à savoir l'humain. Et donc, un suicide, c'est comme mettre fin à la morale elle-même. Et donc, c'est mal. Ok, vous suivez ? Vous l'avez vu venir, hein, le coup de la déontologie, c'est de l'argumentation un peu on cherche à se mordre la queue jusqu'au bout. Hein. Alors il y aura des contre-arguments, vous en faites pas, on y arrive. Et enfin, dernière caractéristique de l'humain, en tant qu'humain, l'homme a le droit de posséder d'autres entités. Donc tout est lié, hein, vu qu'on part du principe que le loup a un instinct et n'a pas de liberté, eh bien je peux le posséder au même titre que je pourrais posséder un meuble, parce que même si c'est vivant, au final ça reste instinctif, etc. Il n'est pas responsable lui-même, donc je peux le posséder. Et le fait de me tuer, en fait, le fait de tuer quelqu'un, si je possède du bétail et que je l'abats, eh bien, en fait, je jouis de mon droit de possession d'une autre entité. Bonjour. Et donc ça, j'ai le droit de le faire, je veux dire, ça pose pas de problème pour Kant. Mais par contre, si je me tue moi-même, eh bien, en fait, je vais utiliser ce droit de tuer une autre entité sur un humain. Et ça, c'est pas bien. Parce que, encore une fois, l'humain est inaliénable, il est critère de liberté, de responsabilité, etc., etc. Ok. Bon, là, vous voyez, la naissance de la déontologie, c'est laborieux quand même. Hein. Et encore, Kant, on est sympa, je vous fais le récap, hein, mais le principe des bouquins de Kant, bonjour, c'est que, il n'y aura pas de souci, c'est que c'est vraiment long, laborieux. Aujourd'hui encore, les commentateurs ne sont pas tout d'accord, parce qu'il y a certaines traductions, parfois il manque un mot, selon qu'on mette un mot ou un autre à la place, ça n'a pas le même sens, etc. Donc c'est un peu technique. Hein. Et surtout, Kant, il est critiqué notamment parce que c'est un philosophe 100% théorique. Et en fait, la reproche principale qu'on lui fait aujourd'hui, c'est de dire que surtout, c'était purement un philosophe qui reprenait les idées chrétiennes de son époque et qui les argumentait avec des trucs très compliqués. Après, il n'empêche que d'un point de vue réflexion théorique, c'est intéressant, sinon ce ne serait pas le grand philosophe qu'on connaît aujourd'hui. Mais par exemple, toute cette argumentation que je viens de vous faire, elle est intéressante sur plusieurs niveaux, etc. Mais n'oublions pas qu'à l'époque de Kant, l'esclavage est parfaitement légal et pratiqué en Europe, et qu'à aucun moment il va faire une note sur l'esclavage en disant quand même que c'est un peu bizarre, quoi. Et on va retrouver ça en fait sur pas mal de choses. Alors bon voilà, donc, mais par contre je mets quand même des... Voilà, il faut faire attention, hein, je vous présente rapidement Kant, etc. C'est une œuvre très complexe, c'est un très très grand penseur, etc. Donc il ne faut pas le discréditer aveuglément sur ces choses-là, mais voilà, ça reste intéressant à noter quand même. Et d'un point de vue plus sociologique, Kant était le protégé d'un prince de Bavière, il me semble. Et donc il avait quand même un intérêt particulier à ce que ses travaux aillent dans le sens de la politique de la personne qui lui permettait de vivre, par exemple. Mais bon, ça, voilà, c'est la vie, ma bonne dame, comme on dit, hein, précarité avant tout. Bon, enfin bref, on enchaîne sur les Lumières. Donc je vous ai dit que j'allais vous présenter 4 penseurs. Sur les 4, je pense qu'il y en a 3 que vous connaîtrez au moins de nom. Et je voulais commencer par Johann Robeck. Alors lui, c'est pas un très connu, mais il est intéressant par plusieurs facettes. Premièrement, c'est un marin. Bon, ça, c'est pas si intéressant que ça, juste, voilà, je vous le dis, c'est pour ça, regardez, il a une belle casquette, tout le monde en rêve, n'est-ce pas? Mais deuxièmement, surtout, c'est un curé, donc il appartient au clergé avant d'appartenir à la marine, et donc il a une formation théologique, etc. Et on va dire qu'il croit en Dieu, sérieusement, etc. Mais c'est une personne qui va venir à défendre un droit au suicide, donc qui va lutter pour la dépénalisation, parce qu'il va reprendre l'argument proposé par Aristote, puis saint Thomas d'Aquin, qui est de dire « la vie est un cadeau, et donc il ne faut pas que j'en fasse n'importe quoi ». Mais lui va dire à l'inverse « si tu me fais un cadeau, j'ai bien le droit d'en faire ce que je veux, parce que sinon ce ne serait pas un cadeau, justement ». Et la raison surtout pour laquelle je vous parle de cette personne, c'est parce que c'est le seul penseur, à ma connaissance, qui ait défendu activement un droit au suicide, qui s'est effectivement suicidé par la suite.
Et en fait, il est mort d'un suicide. Et pour l'anecdote, c'est un personnage qui est mentionné dans le Candide de Voltaire. Voilà, donc ça c'est si vous voulez faire des liens entre vos philosophes des Lumières dans vos lectures du soir, vous pourrez essayer de trouver John Robeck qui est mentionné en tant que, je sais plus quoi, amiral d'un pays étranger, parce qu'il vient des Pays-Bas du coup, qui se suicide en prêchant la religion, des choses comme ça. Bon, enfin bref, voilà, ça c'est pour ceux qui se disent, est-ce que vraiment le mec qu'on a mis sur scène, il a lu ses bouquins, tout ça, donc normalement ça va un petit peu quand même. Et on continue cette fois-ci avec des gens qui sont contre le suicide et qui sont surtout célèbres. Là, on est sur de la rockstar des Lumières. Et le premier que je vous propose d'aborder, c'est Montesquieu. Montesquieu, il est connu pour plein de choses, et une des notions pour lesquelles il est connu, c'est les notions qui vont transiter autour du contrat social. Alors vous savez que les Lumières, vu que c'est un moment où on enlève Dieu de la pensée, on va avoir beaucoup de travaux sur la relation au pouvoir. Puisque tant qu'on est dans un contexte religieux, c'est pas compliqué, hein. Le roi, il a été posé là par Dieu, qui lui a donné un droit de diriger qui est divin, et basta, du coup on l'écoute. Bon, quand on commence à enlever Dieu de l'équation, il faut se questionner un peu plus, et du coup on va avoir l'arrivée de ce qu'on appelle les théories du contrat social. Et ici, l'idée de fond du contrat social, c'est de dire, par défaut, si on formalise pas notre relation, on va tous se taper dessus parce qu'on est des brutes. Et le contrat social, ça revient à dire, on se décide collectivement pour dire, c'est lui le chef, et en échange, il fait en sorte qu'on soit tous protégés les uns des autres en mettant en place une législation, etc. Ouais, le contrat social en une minute, en gros. Et du coup, ce que Montesquieu nous dit, c'est, ok, très bien, donc dans ce contexte de contrat, il y en a un qui dirige, il y en a qui sont sujets, et le deal, c'est de dire, moi, vous me donnez le pouvoir, en échange, moi, je vous donne de la sécurité, un confort de vie, etc. Et donc, pour Montesquieu, en fait, si j'en viens à vouloir me suicider, c'est-à-dire si j'en viens à être désespéré de la vie, etc., eh bien, c'est parce que le prince n'a pas rempli sa tâche, il n'a pas fait en sorte que je vive confortablement et bien, etc., puisque j'ai atteint un niveau de désespoir des humains. Et donc, Montesquieu nous dit, dans ce cas, il a parfaitement le droit de quitter la société, de se voler à lui-même, etc., puisqu'en fait, il y a eu rupture de contrat, et c'est pas forcément lui qui a rompu le contrat. Okay, donc là, vous voyez que c'est un contre-argument au point qu'on avait pu voir précédemment sur toutes les questions de dire j'appartiens à la société, etc., etc. Et pour finir, on va avoir deux arguments de l'humilité que je trouve assez amusants pour conclure. Donc le premier est proposé par Voltaire. Il nous dit « S'il importait à l'être des êtres que l'assemblage de quelques parties de matière fût dans un lieu ou dans un autre, alors blablabla, blablabla. » En gros, ici, on va lutter contre saint Thomas d'Aquin qui disait « Oh là là, mais si tu te tues, tu fais un tort à Dieu qui t'a donné la vie, etc. » Et là-dessus, Voltaire vient et dit « Ouh là là, mais Thomas, redescends, hein, vraiment, Dieu s'en fiche. On est des millions, voire des milliards sur Terre, vraiment. Bon, voilà, moi que je sois ici ou là, dans une tombe, tranquille, quoi. Vraiment, je pense, redescendre d'un niveau, tout va très bien se passer, ça roule. » D'accord ? Et donc là, vous voyez qu'on l'a vis-à-vis de Dieu, et donc c'est un contre de saint Thomas d'Aquin. Et on va conclure cette partie sur les Lumières avec David Hume, qui donc est un penseur écossais, et qui lui va dire la chose suivante. La vie d'un homme n'a pas plus d'importance pour l'univers que celle d'une huître. Et en fait, ici, on a ce que je trouve intéressant de poser comme un peu la conclusion de cette époque des Lumières, puisque l'idée de fond, c'est de dire qu'en fait, là, on englobe tous les arguments qui revenaient à dire, en tant qu'homme, si tu te suicides, tu te voles auprès de quelle quantité que ce soit, et on dit non, mais en fait, les gars, l'univers, c'est beaucoup plus vaste que juste un mec qui va pas bien, donc utilisez pas ça pour justifier la pénalisation du suicide. Voilà, c'était David Hume, messieurs, dames, grand penseur écossais, on l'adore. Les sources, toujours, et maintenant, on va doucement passer dans la modernité. Je regarde, non, je n'ai pas de truc particulier à vous recommander ici. Donc, la modernité, c'est quoi? Alors là, concrètement, on va continuer d'avancer dans l'histoire. En gros, ce que j'ai appelé modernité ici, c'est l'époque qui prend la révolution industrielle plein pot et qui va être entre les Lumières et l'époque contemporaine. D'accord? Ici, le premier point qui est intéressant à noter, c'est les dates de la dépénalisation. En France, c'est en 1810 et on le doit à Napoléon Bonaparte, qui a fait un certain nombre de réformes, et notamment des réformes anticléricales. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il va pouvoir, environ une quarantaine d'années après les débats dont je viens de vous parler, dépénaliser officiellement le suicide en France. La deuxième date que je trouvais intéressante à vous présenter, c'était la date de la dépénalisation du suicide au Royaume-Uni, qui est donc en 1961, donc c'est extrêmement récent.
Et c'est intéressant parce que n'oublions pas que le Royaume-Uni reste aujourd'hui encore une monarchie constitutionnelle, ce qui veut dire qu'officiellement, en tout cas théologiquement, leur pouvoir est de droit divin. Et ça explique en partie le fait qu'ils aient jamais réussi, enfin qu'ils aient galéré à dépénaliser. Après, rassurez-vous, hein, ça reste quand même un pays qui appliquait plus cette jurisprudence assez tôt. Alors, je n'ai pas de date exacte parce que là, c'est pas mon domaine d'exercice, mais bon, voilà. Ce qui va se passer pendant cette époque moderne, c'est qu'en fait, le débat philosophique sur le suicide va se tasser un petit peu. La dépénalisation, en tout cas en France, a été obtenue et les philosophes vont se préoccuper d'autres choses. En revanche, ce qui est intéressant d'un point de vue sociologique à ce stade-là, c'est qu'on va commencer à lever le tabou autour du suicide. Parce qu'en fait, vous avez deviné qu'à l'époque, le suicide, c'est quelque chose dont on ne parle absolument pas. Les seuls qui en parlent, et encore c'est très mal vu, c'est les philosophes dont je vous ai parlé, ou des personnes comme Dante qui nous expliquent que la personne qui s'est suicidée, vraiment, il lui arrive les pires horreurs du monde. Et encore, même Dante, rappelez-vous dans le texte, il n'a pas osé parler de suicide, mais il a parlé d'âmes qui s'arrachent à leur propre sort, je ne sais plus quoi. Bon, il y avait toute une expression alambiquée pour éviter le terme. D'accord ? Et donc là, c'est au niveau des littéraires, en fait, qu'on va voir apparaître pour la première fois de l'histoire occidentale des romans qui mettent en scène des personnages qui vont se suicider. D'accord ? Donc là, j'en ai pris 3. Typiquement, on a Goethe, avec Les souffrances du jeune Werther. Je ne sais pas s'il y a des germanophones dans la salle qui pourront m'aider sur la prononciation. C'est vraiment un mot. Werther, ça passe ? Allez, nickel. On a Gustave Flaubert avec Madame Bovary. Et on a Léon Tolstoï avec Anna Karénine. Et en fait, c'est la première fois, hein, là, sur cette période, qu'on a des gens qui se suicident. Pour information, les souffrances du jeune Werther, c'est aussi quelque chose qui donne son nom à un phénomène associé au suicide, qu'on va appeler l'effet Werther, du coup, et qui existe encore aujourd'hui, qui est un phénomène de contagion du suicide. Donc là, je vais faire une petite parenthèse un peu science du suicide actuelle, mais c'est pas grave, celle-ci, je la trouve intéressante, qui est de dire, en gros, est-ce que c'est dangereux de parler de suicide ? Parce que l'idée, c'est qu'en fait, après avoir écrit son livre, Les souffrances du jeune Werther, on a observé une vague de suicides dans l'Union européenne, enfin, qui n'était pas l'Union européenne, juste l'Europe à l'époque, quoi. et du coup, on en a déduit qu'il y avait un phénomène de contagion, en fait, lié au suicide. Et ce phénomène existe. Et du coup, à ce stade-là, vous vous dites, mais est-ce que je ne suis pas un peu dangereux ou hypocrite de venir faire des présentations sur le suicide tout en sachant qu'il existe un phénomène de contagion ? Et donc ça, j'aimerais bien vous présenter le fait qu'il y a une distinction très très importante à faire sur la communication qu'on fait à propos du suicide. L'effet Werther, il s'applique quand on va parler du suicide dans un média à sens unique, par exemple à la télévision, on expose une personne à des images ou à un contenu, et la personne en face n'a pas la possibilité de répondre. Ce qui est un petit peu le cas ici, même si a priori vous pouvez me parler si vous voulez, je veux dire, je répondrai, on peut discuter, pas de problème. Mais dans les œuvres culturelles, donc la télé, la télévision, des romans, etc., on est face à un phénomène d'exposition. Donc ça, c'est le premier critère qu'il faut pour déployer un effet Werther. Et le deuxième, c'est qu'il faut raconter avec un certain nombre de détails et en humanisant comment la personne s'est tuée. En gros, ce qui est dangereux, c'est de dire à quelqu'un « Ah, mon frère, il a fait ceci, cela, et il est mort ». Et ça s'aggrave quand on fait ça dans un contexte médiatique où il n'y a pas de discussion. Donc ça, c'est dangereux à faire, et c'est pour ça que ça soulève des questions sur des séries actuelles, par exemple 13 Reasons Why, qui met en scène un suicide et qui normalement fait un certain nombre de préventions, etc. dedans. Mais ça, c'est des trucs sur lesquels on est assez vigilant en prévention suicide, et après on en revient toujours aux mêmes questions de budget, où entre Hollywood et le ministère de la Santé, on n'est pas tous dotés pareil en termes de moyens pour lutter là-dessus. Mais la communication sur le suicide, ça peut aussi être préventif. Et notamment, de parler avec quelqu'un de suicide, alors soit en tête-à-tête, soit en groupe, c'est quelque chose qui est préventif dans la mesure où ça donne la possibilité de s'exprimer, ça donne la possibilité de verbaliser, et ça permet de faire de la prévention, d'accord ? Parce que si on discute de quelqu'un, on dit « Ah, comment ça va, machin, et alors, t'as déjà pensé à mourir, toi, ou pas, etc. » Ben ça, en fait, à la fois, c'est cathartique, et ça permet d'exprimer des choses, et à la fois, ça permet aussi de lever des alertes. C'est-à-dire qu'à tout moment, la personne vous dit « Bah là, en vrai, oui, d'ailleurs, je pense que demain, là, ça va être trop pour moi. » Bon, à ce stade-là, on fait quoi ? On appelle les urgences psychiatriques, on appelle le 3114. Il y a des solutions qui existent, hein, mais c'est important de parler du suicide, parce qu'une des caractéristiques des personnes qui meurent du suicide, c'est aussi une notion d'isolement, notamment communicationnel.
Et du coup, ça nous laisse avec ce qu'on fait là, c'est-à-dire que je vous parle de suicide, mais je suis pas en train de vous expliquer précisément comment vous pourriez faire pour vous tuer. Et ça, en fait, c'est juste neutre. Voilà, on partage des connaissances, on discute, et ça peut par contre évoquer chez certains d'entre vous qui ont vécu des événements traumatiques en lien avec le suicide, ça peut faire des reviviscences, d'où l'idée de mon avertissement que j'ai fait au début. Ok ? Bon voilà, tout ça pourquoi ? Tout ça pour les souffrances du jeune Werther et l'idée qu'on attend le 19e siècle pour avoir les premiers romans qui mettent en scène des personnages qui vont se suicider. Ce qui fait quand même beaucoup d'histoires occidentales, hein, quasiment, on va dire un millénaire et demi, où on n'a jamais écrit un livre où il y a une personne qui se suicide dedans. C'est quand même vaste, hein. Et puis enfin, on arrive dans le too much. Alors le too much, c'est quoi ? Là, c'est Dostoïevski, donc on est dans la famille des penseurs russes dépressifs plus. Et Dostoïevski nous dit quoi ? Il nous dit la chose suivante. Quiconque aspire à la principale liberté ne doit pas craindre de se tuer. Qui ose se tuer a découvert où gît l'erreur. Il n'y a pas de liberté qui dépasse cela. Tout est là, et au-delà, il n'y a rien. Qui ose se tuer est Dieu. À présent, chacun peut faire qu'il n'y ait ni plus ni Dieu, ni rien. Donc là, on commence à partir sur de l'apologie du suicide avec Dostoïevski. Et là, on sent que ça commence à aller un peu loin. Et d'ailleurs, c'est celui qui va être le plus extrême dans l'apologie du suicide, en tout cas dans les grands penseurs. Et c'est pour ça aussi que je vous parlais de Johann Robeck tout à l'heure, puisque l'idée c'est de dire qu'à ma connaissance, Dostoïevski s'est pas suicidé pour autant, alors que d'après ses dires, il aurait pu devenir une incarnation divine ou je ne sais quoi. Donc il y a un petit peu ce côté aussi de dire, bah voilà, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait, on va dire. Donc voilà, ça c'est la modernité. Et maintenant on arrive dans l'époque contemporaine. Alors dans l'époque contemporaine, il y a un truc qui nous intéresse. C'est dire que jusqu'à présent, vous avez dû constater qu'on a une sorte de débat entre des gens qui disent c'est bien, c'est pas bien. D'accord ? Et encore une fois, le c'est bien, c'est pas dire on fait ça. Le seul qui a dit ça, c'est Dostoïevski, du coup, et on est tous d'accord pour dire que c'est un peu, bon, voilà, un peu border. La question, c'est de dire en gros, est-ce qu'on pénalise ou pas ? Et le problème, en fait, c'est qu'à force de dire on dépénalise, ben, on en arrive à des gens qui disent mais go, c'est parti, suicidons-nous tous, c'est super de se suicider. Alors qu'en fait, le principe, ça reste quand même de dire qu'au fond, la personne qui se suicide, c'est une personne qui va pas bien. Et donc, il faudrait qu'on puisse identifier ce mal-être. Il faudrait qu'on puisse le prendre en charge. Mais en fait, on n'a pas de manière de le prendre en charge, puisqu'on est dans un contexte où on en vient à dire si, suicidez-vous les gars, c'est super, maintenant c'est autorisé, tout ça. Et donc là, c'est quelque chose qui va d'assez fort qui va se passer, en fait, c'est que de fait, les philosophes vont plus ou moins abandonner la discussion, et c'est les médecins qui vont arriver. Et les médecins, naturellement, ils vont considérer le suicide comme un trouble médical, au même titre qu'un trouble de santé mentale ou qu'un trouble physique, et ils vont commencer à le prendre en charge. Et en fait, on va se retrouver dans une situation qui va être un dilemme éthique. Hein. Donc le dilemme, c'est de dire comment on peut dépénaliser sans pour autant faire l'apologie, sans pour autant dire que c'est bien. Et donc c'est les médecins qui répondent à la situation en disant en fait arrêtez tout, le suicide on va faire comme si c'était une maladie. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire que la maladie c'est pas bien. Et ça, il n'y a pas de problème. T'as un cancer, c'est dommage quoi, perdu. Mais par contre, tout le monde est d'accord aussi pour dire que ça n'a aucun sens de pénaliser la maladie. Je ne vais pas te donner une peine de prison parce que tu as un cancer, ce serait complètement absurde. Et en fait, ça c'est le tour de force des années 1950, donc post-Seconde Guerre mondiale. On va avoir l'arrivée des acteurs de la prise en charge du suicide, et de fait, le suicide va être considéré comme une maladie. Par exemple, les années 50, c'est l'arrivée, donc les années 60, c'est l'arrivée de SOS Amitié en France. SOS Amitié qui est la version française de The Good Samaritan, qui est donc la version anglaise, qui lui arrive dans les années 50 et qui est en fait le premier support d'accompagnement et d'assistance aux personnes en détresse. Et c'est intéressant de constater que ces trucs-là, ça a très tôt été démontré que ça marchait très très bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, on a eu dès les années 60 l'association SOS Amitié qui s'est lancée, etc. pour faire la même chose. Mais c'est des terrains qui ont été très très difficiles à appréhender par les pouvoirs publics. Et typiquement, le 3114, c'est le numéro d'appel d'urgence en France, mais ça a, il me semble, 2 ans, quelque chose comme ça. Ça veut dire que dans les années 60, on a démontré que le concept de la centrale téléphonique, ça marchait bien. On a attendu 80 ans, et on a lancé un numéro lié à l'État, et donc avec des services d'aide psychiatrique, etc. derrière. Donc on voit quand même que ça reste assez tabou et délicat à prendre en charge. Mais en tout cas, sur le côté du dilemme éthique, eh bien, les médecins ont été vraiment très forts. Ils ont dit, non mais nous on s'en fout là de vos trucs, ça papote, oui non, nous on n'est pas juristes non plus, on voit un mec qui va pas bien, mais on fait quoi? On lui demande pourquoi, comment, et on essaye de faire en sorte qu'il aille mieux, tout simplement. Et voilà, c'est notre principe.
Donc à ce moment-là, le suicide, c'est quelque chose qui doit être soigné avant tout. Et le reste, on verra bien. Pourquoi? Eh bien parce que le suicide, c'est à la fois quelque chose qui témoigne d'une souffrance, et la médecine à la base, ça a quand même pour rôle de limiter les souffrances. C'est quelque chose qui est lié à une cause de mortalité importante, et donc, encore une fois, la médecine, c'est ce qui vient s'ériger contre. Donc, pour rappel, en France, le suicide, c'est la première cause de mortalité accidentelle devant les accidents de la route, et c'est la première cause de mortalité des 25-34 ans. D'accord? Donc c'est quand même quelque chose d'assez présent. Hein. Et pour illustrer cette notion de tabou, moi j'aime bien prendre cette métaphore, qui est de dire qu'en France, on a environ 1,5 suicides par accident de la route, enfin en termes de décès. Pourtant, en termes de budget et d'efforts politiques, hein, pour les accidents de la route, on passe toutes les nationales à 80, ça crée le mouvement des gilets jaunes, etc. On revient difficilement dessus, alors que pour les suicidés, il nous a fallu 80 ans pour lancer un pauvre numéro d'appel. Enfin, pauvre numéro, non, le numéro est super, je veux dire, c'est top. C'est les suicidés qui appellent ou c'est les amis des suicidés qui vont appeler le 114? Alors le 314, a priori, tout le monde peut appeler. Le suicidé va pas appeler. Si, ça arrive. En fait, c'est justement ça qui est démontré avec le côté SOS Amitié, c'est qu'on va être dans des situations d'isolement et de détresse. Et le principe de SOS Amitié, le fonctionnement, c'est que ça repose sur l'anonymat et l'absence d'intervention non sollicitée. Ce qui fait que c'est assez dur d'être bénévole 3114 parce que parfois il y a des gens qui se suicident mais qui refusent l'intervention et qui juste veulent être avec quelqu'un pour mourir. Ça veut dire qu'en tant que bénévole SOS Amitié, on est là juste écouter un gars mourir sans savoir où il est, qui c'est, etc. Donc c'est quelque chose qui est quand même très violent. Mais qui, dans un certain nombre de situations, a mené à ce qu'au dernier moment, la personne dise finalement, je regrette d'envoyer de l'aide. Et là, à ce moment-là, bam, on appelle les urgences, le machin, le truc, et on espère qu'il soit pas trop tard. Mais bon, c'est associatif, donc ils font ça avec des moyens qui sont faibles, en reposant sur des bénévoles, et sans contact privilégié avec les autorités. Alors que le 3114, le principe, c'est que derrière, c'est des experts de la santé mentale, qu'ils demandent le numéro de carte vitale, ils ont toutes les infos dont ils ont besoin, etc. etc. Et bien sûr, n'importe qui peut appeler, c'est le but du jeu. Donc on arrive donc au XXe et au XXIe siècle, et maintenant le suicide c'est quelque chose qui relève de la santé. C'est fini pour la philosophie morale, mais on va quand même avoir des philosophes qui trouvent que c'est un sujet un peu fun. Et donc on va avoir des gens qui viennent parler dessus. Alors normalement à ce stade-là on diminue quand même en intensité, hein, parce qu'avec les autres philosophes il y avait des enjeux qui étaient assez sérieux, il y avait un conflit, etc. Maintenant on va voir que le suicide c'est quelque chose qui est associé à la notion de liberté surtout. Et on commence par Marcel Conche qui nous dit « L'homme peut préférer n'importe quelle vie à la mort, mais on ne saurait lui refuser le droit de mourir plutôt que de vivre n'importe quelle vie. » Alors regardez comme c'est élégant, hein. Et ça c'est la philosophie continentale du XXIe siècle. Donc en gros l'idée c'est quoi? C'est de dire que c'est important que tout le monde puisse se suicider, parce que c'est un gage de liberté. Et en gros, c'est un peu une sorte de... on retourne à l'envers l'argument initial de dire l'homme appartient à la société, donc il n'a pas le droit de se suicider, en disant un gage du fait qu'on est dans une société qui est démocratique, individualiste, etc., c'est que justement on a le droit de se suicider. Et qu'il n'y a pas un État tout puissant qui est tellement puissant qu'il interdit aux hommes de se suicider. D'accord ? Ensuite, on va trouver Jacques Ricot dans les penseurs du XXIe siècle, qui nous dit qu'il faut considérer le suicide comme une offre qui s'adresse à tous, et que c'est important de s'assurer que chacun ait les moyens de saisir ou de refuser l'offre. Ce qui est intéressant ici, c'est que lui, en fait, il va lutter pour qu'on arrête d'associer suicide et liberté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en philosophie, c'est vraiment devenu le truc un peu classique et facile. Je vais faire une disserte facile en philo, je parle un peu de suicide, de liberté sur un plateau télé avec des personnes qui s'y connaissent pas forcément. Ça fait propre. Et d'ailleurs, j'en viens à faire des phrases un peu pleines d'emphase, mais en termes d'arguments, derrière, il n'y a pas grand-chose. L'intérêt de raisonner en termes d'offres, c'est qu'on peut derrière mobiliser des théories issues de l'économie, par exemple, et qu'on va plutôt asseoir du coup des idéologies néolibéralistes ou libéralistes tout court d'ailleurs, en disant le principe par exemple du libre marché, c'est qu'on ait une offre et une demande qui soient autoréglementées, enfin autorégulées, etc. Et donc ici, ce qu'on veut dire, c'est que le rôle des pouvoirs publics, c'est de s'assurer que l'offre soit accessible, et après, chacun fait sa vie. Alors ça peut sembler bizarre parce que si on calque ça en termes humainement constitués, hein, c'est pas le cas. Typiquement, on verra ça dans un instant, mais l'accès au suicide en France, c'est quelque chose qui est quand même très délicat. Mais on verra ça encore une fois dans un instant. Et enfin, plus récent, on a André Comte-Sponville. Alors là, encore une fois, il nous dit « Si tous les hommes sont égaux en droit et en dignité, cette dernière ne saurait varier selon les circonstances, fussent-elles atroces. »
laissant entendre qu'en fait le suicide était une réponse à la notion de dignité qui, une fois qu'elle serait trop bafouée, en fait, serait une finalité. Alors le point commun qu'on va avoir ici, et moi je suis un peu critique de ces philosophes-là, vous allez sentir venir, mais bon, on peut en discuter, garder votre esprit critique, tout ça, hein, c'est qu'on sent quand même que ça fait mousser de parler du suicide, mais qu'il n'y en a aucun en fait qui sait ce que c'est. Et ça c'est quelque chose où autant, à l'époque de Kant, bah, c'était normal, c'était quelque chose qui était tabou, personne ne le voyait, quand la personne se suicidait c'était caché, etc. À l'époque de ces penseurs-là, en fait, on a des urgences psychiatriques dans toutes les grandes villes de France qui accueillent régulièrement des dizaines de personnes qui sont en détresse suicidaire, etc. Et c'est vraiment pas compliqué en fait d'aller les voir, de discuter avec eux, de chercher à comprendre en fait ce qui leur est arrivé, etc. Et en fait, quand on fait ça, ben, on voit que c'est pas une question de liberté, c'est pas une question de dignité, c'est vraiment une question de dire qu'on est en souffrance, et d'ailleurs c'est très bien caractérisé par la psychiatrie. On parle d'état de crise suicidaire, qui est quelque chose qui s'apparente à des syndromes dépressifs, où la personne est comme dans un tunnel, n'arrive plus à ressentir les choses qui lui font plaisir, etc. C'est caractérisé en biologie aussi, où on va avoir du coup une diminution de la sérotonine, de l'oxytocine et de toutes ces hormones qui permettent de se sentir bien, etc. Et en fait, on sait assez bien ce que c'est que le suicide. Et c'est pour ça que, autant d'avoir ces réflexions au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, avec qui nous dit « Bah ouais, regarde, ça va, tu vois, l'huître que t'es en train de manger, le mec qui veut se buter, bon bah c'est bon quoi ». C'est intéressant parce que c'est là que se situe la discussion. Autant aujourd'hui d'avoir des philosophes qui viennent nous expliquer sur BFM TV que le suicide c'est un critère de dignité alors qu'ils sont jamais allés discuter avec des mecs qui allaient pas bien. Ah, moi je trouve ça un peu limite. Mais encore une fois c'est mon avis, hein, clairement là je suis transparent sur le fait que c'est comme ça que je le vis, mais c'est vrai que voilà, ça peut paraître un peu déplacé, on va dire, en tout cas pour des gens qui travaillent justement sur le suicide. Voilà un peu de lecture sur cette époque plus récente. Et je vous propose d'aborder en ouverture, donc déjà d'aborder un petit récap de ce qu'on a pu voir, et après on verra des choses qui découlent, on va dire, de cette discussion. Donc le premier point qu'on a vu, c'est l'idée de l'Antiquité, de la scolastique, où on rentre réellement dans un conflit moral de bien versus mal. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Et on va essentiellement être sur des constructions théoriques. D'accord, donc là vous l'avez vu passer, on se rappelle de Pythagore qui nous disait oui, le suicidé c'est comme la brebis qui se vole à son berger, etc. Bon, c'est théorique, là clairement on est très très loin de dire je suis allé voir un mec qui allait pas bien pour essayer de comprendre ce qui se passe. Hein, voilà. Ensuite, on a vu avec les Lumières que là, on va plutôt s'intéresser à ça en termes juridiques. Normalement, je vous ai contextualisé un peu l'époque en disant, voilà, on essaye d'enlever le droit religieux, de le remplacer par du droit laïque, et du coup, ben, on a besoin d'avoir une juridiction autour du suicide. Et donc, il découle quoi? Il découle qu'on a une absurdité juridique à condamner un mort, et en fait, c'est un peu ça qui va finir de trancher le débat. Mais il découle aussi qu'on a des dérives humaines pro-liberté. Alors là, typiquement, on repense au texte de Dostoïevski, où en fait, à force de réfléchir le suicide comme quelque chose de liberté, de digne, on se retrouve avec des gens qui finissent par faire l'apologie du suicide, ce qui, de notre regard actuel, n'a aucun sens, d'où l'idée que maintenant, la manière de positionner la réflexion sur le suicide, elle est médicale, et donc on considère que le suicide est une sorte de maladie, mais, et que ça nous permet en fait de dire que c'est pas bien, sans dire il faut le condamner d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et en termes d'ouverture, je voulais vous parler des travaux d'Alexandre Baril, qui lui parle d'oppression suicidiste. Alors Alexandre Baril, en fait, c'est un psychiatre, et lui, il va argumenter dans ce débat bien, mal, suicide, que en fait, on est trop contraignant du suicide, on considère trop que c'est une maladie, et que ça nuit à la relation patient, parce qu'en fait, donc lui en tant que psychiatre, quand il a un rendez-vous avec un patient, et que le patient parle de suicide, en fait, automatiquement, ça déclenche tout un dispositif, parfois surmédicalisé, hein, donc on peut avoir de la prise de médicaments, etc., pour lutter contre ce suicide. Et en fait, d'après lui, non seulement c'est un peu déshumanisant pour les personnes concernées, mais surtout c'est aussi contre-productif d'un point de vue thérapeutique, parce que ça fait que ça crée une sorte de tabou dans la relation thérapeutique autour du suicide, dont on pourrait se passer pour accélérer la guérison. Ok, en gros, formulé différemment, si j'arrive à l'hôpital et que je dis que j'ai le sida, eh bien on va rapidement me prendre en charge, m'injecter des trucs, etc. pour essayer de réagir au plus vite. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe avec le suicide. Si je dis que je vais pas bien, on va rapidement me prendre en charge, m'injecter des trucs pour que ça aille mieux. Et en fait, ce que nous dit Alexandre Baril, c'est que du coup, au deuxième rendez-vous, je vais hésiter un peu à parler de suicide parce que j'ai vu que ça déclenchait quand même tout un pataquès
Et donc Alexandre Baril milite pour dire qu'il faut qu'on crée des espaces de discussion où on peut parler de suicide et que ce soit pas dramatique, parce que sinon les gens ne parlent plus de suicide, et on en a parlé tout à l'heure avec l'effet Werther, c'est quand on n'en parle plus justement qu'il arrive. Allez, donc voilà, Alexandre Baril. Donc peut-être s'il y a un truc à lire de toutes mes références, je vous conseille celle-ci qui est assez intéressante. Et pour le coup, là, ça s'apparente à de la philosophie morale, mais avec un côté praticien réel et qui se positionne réellement dans l'actualité en fait de ce qu'est le suicide. Et enfin, sur les ouvertures, je voulais vous parler un petit peu des directives anticipées parce que je trouvais ça intéressant sur l'idée en fait que on peut, alors encore une fois c'est un peu un tour de passe-passe théorique, hein, mais c'est pas grave, on peut considérer ça comme une forme de suicide conditionnel et décalé dans le temps. En gros, l'idée des directives anticipées, donc là bon, j'ai récapitulé un peu les infos, c'est la loi Leonetti du 22 avril 2005. Le principe de la directive anticipée, c'est de dire à tout moment de ma vie, j'écris un document que je signe, ça peut être n'importe quoi, juste il faut que je m'assure que quelqu'un de mon entourage est au courant que c'est écrit et que ça existe quelque part. Le but du jeu de ce document, c'est quoi? C'est de dire que si jamais je me retrouve dans une situation médicale extrême et qui implique que je ne peux plus communiquer, ces directives vont me représenter au sein du collège de personnel de santé qui vont décider ce qu'ils font de moi. En gros, concrètement, j'ai eu un accident de la route, ça fait 3 mois que je suis dans le coma et que je suis passé légume, je suis branché à la machine, là, je sais pas moi, l'hôpital réunisse le médecin qui fait ceci, le chirurgien, l'infirmier, le blabla, le truc, donc c'est le collège médical, avec les proches, la famille, le conjoint et tout ça, et ils vont prendre une décision en disant bah, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Le but du jeu à ce stade, c'est de dire que via les directives anticipées, en fait, la personne elle-même va être présente dans cette salle. Dans les choses à bien préciser, c'est que cette directive anticipée, elle n'a pas le fin mot. C'est-à-dire que c'est une décision collégiale, et ça restera collégial. Mais par contre, elle a un rôle très important parce qu'elle permet de faire connaître son avis sur la question, et elle a un rôle très important parce qu'elle permet d'alléger les proches de la charge mentale de prendre la responsabilité d'une décision. Et c'est peut-être surtout pour ça, moi, que je trouve ce dispositif intéressant. Et enfin, si je le mentionne là, parce que du coup on est surtout sur de l'accompagnement en fin de vie, et moi je suis plutôt orienté suicide, c'est bien parce qu'au final on retrouve quelque chose que je trouve assez parallèle d'avec un suicide prévu. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, Cicéron a été condamné à mort par suicide par Néron, et il l'a fait, c'est-à-dire qu'il y avait une juridiction en disant bah là tu te suicides. Et en fait ces directives anticipées, elles donnent d'une certaine manière le pouvoir à l'individu de décider de mourir lui-même s'il en a l'envie. Et je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant en tout cas à garder comme manière de réfléchir là-dessus, en disant que voilà, ça permet de se donner une voix quand on n'en a plus, en fait, tout simplement. Et sur ces éléments-là, bon ça du coup j'ai raconté, et sur ces éléments-là, je vais conclure avec ces 2 graphes que je trouve intéressants, qui sont liés à la rationalisation du suicide. Donc là, sur les directives anticipées, j'étais situé en France, mais maintenant, je vais vous parler plus du suicide, comme on appelle ça, accompagné, je crois, qui a lieu notamment en Suisse. J'ai plus le terme exact. Assisté, c'est ça, merci. Et donc, le principe ici, c'est quoi? Alors, c'est dire qu'en France, ok, le cœur du problème avec le suicide assisté, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un homicide. Parce que dans toutes les constitutions de tous les pays, tuer quelqu'un, c'est mal, on l'a vu depuis très tôt, tout le monde est d'accord. Et en fait, le problème, alors un des problèmes centraux qu'on a autour du suicide assisté, c'est qu'il faut qu'on ait une constitution qui permet de faufiler l'idée que pourquoi pas ça passe. Et en fait, les pays qui arrivent à le légiférer, c'est surtout des pays dont la constitution a trouvé, on va dire, un écueil juridique. Donc c'est surtout un problème juridique avant d'être un problème éthique, parce que bon voilà, éthiquement on a dit on a toujours des philosophes médiatiques qui vont se balader, raconter des trucs, hein, mais humainement ça marche bien. Donc racontons comment ça fonctionne en Suisse, cette idée. Donc le suicide assisté, ça va être un dispositif qui est géré par le milieu associatif, et ça, ça je ne vous ai pas trop parlé, mais en gros tout ce qui est lié au social, traditionnellement ça va être associatif, et ça permet à l'État de se déresponsabiliser en fait dès qu'on est sur un milieu un peu glissant comme celui du suicide assisté.
Et donc c'est un dispositif qui est long et cher. Pourquoi long? Parce qu'il y a toute une notion de réflexion, de prise en connaissance de la situation, et c'est important que la personne et son entourage aient des temps de réflexion. Donc ça dure environ 6 mois, plus ou moins, c'est pas, ça dépend des cas. Et c'est assez cher, donc ça coûte, je crois, autour de 20 000, 25 000 euros, parce que l'association va aussi mobiliser un certain nombre de professionnels pour intervenir. Et donc l'idée, c'est qu'on va avoir ici tout un suivi qui va être une sorte de suivi de santé, mais qui ne va pas impliquer que des acteurs de la santé, où on va avoir aussi, voilà, je sais pas moi, des personnes pour réfléchir à tout un tas de trucs, des psychologues familiaux, etc., etc. Et il y a un certain nombre de critères, bien sûr, qui sont très stricts. Hein. Donc parmi les critères, on retrouve par exemple l'idée qu'il faut être atteint d'une pathologie neurodégénérative, ou en tout cas chronique, sans possibilité que ça aille mieux, qui implique de la souffrance. Il faut être à un âge avancé de la vie où on considère qu'on a passé, enfin, on a déjà vécu au moins, je crois, les 3/4 de sa vie, etc. Donc c'est pas genre typiquement, c'est pas demain un enfant de 12 ans qui dit oh en fait ça va pas bien, est-ce que je peux être là-dedans? On est vraiment sur des gens plutôt, enfin voilà, c'est des profils particuliers. Une fois que le dossier est accepté, donc on a tout un suivi qui se met en place avec les proches, avec la famille, etc. et avec la personne concernée. Et au bout de 6 mois, quelque chose comme ça, ou plusieurs fois on va redemander à tout le monde de valider, etc., l'association rend son verdict, et si le verdict est positif, donc si c'est accepté que la personne se suicide, ce qui va se passer, c'est qu'à une date choisie, les personnes vont se rendre dans la chambre de la personne en question, et un médecin ou un pharmacien va préparer un breuvage qu'ils vont poser dans un verre à côté du lit de la personne, et donc ça en fait ce sera un poison qui va tuer rapidement et sans douleur la personne. Ce qui est très 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 important en Suisse comme dans les autres pays qui le pratiquent, c'est que c'est la personne qui doit prendre ce breuvage et le boire, parce que juridiquement c'est ça qui va caractériser le suicide contre l'homicide. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que personne dans la pièce n'aide la personne concernée à boire ce breuvage. Et donc on a un certain nombre de retours sur cette pratique, et une que je trouve intéressante, alors j'en mentionnais deux. La première, c'est celle qui concerne le deuil, où en fait on observe des deuils qui sont différents, des deuils normaux, mais qui sont pas forcément pires. Et en fait les gens en général ils vivent avec beaucoup d'appréhension cette journée, mais après coup ils sont contents de l'avoir vécu, ils sont contents d'avoir pu échanger leurs dernières paroles avec leurs proches, etc. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à noter. Et le deuxième point, c'est qu'on a aussi une source d'angoisse inattendue qui apparaît et qui est très forte, c'est que vu qu'on parle de personnes qui ont des maladies incapacitantes, en fait on retrouve au sein des proches une angoisse à ce que les démarches administratives ne soient pas assez rapides pour que la personne puisse se suicider. Formulé différemment, l'idée c'est de dire que si j'ai, je sais pas moi, une sclérose en plaques ou quelque chose comme ça qui se développe de manière rapide, mais en fait à tout moment dans 2 semaines je suis plus capable d'attraper un verre pour le boire. Et si c'est le cas, ça veut dire que je suis juridiquement condamné à vivre peut-être encore 10 ans avec une maladie qui est source de douleur, etc. Parce qu'il faut impérativement que personne ne m'aide à boire ce breuvage, parce que sinon ça devient un homicide. Et les tableaux que je vous présente donc ici, là, les graphes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la conclusion que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Donc ici, derrière moi, en fait, vous avez les taux de suicide et les taux de tentatives de suicide pour les hommes et les femmes. Je peux me déplacer un peu, monsieur caméra? Allez. Alors là, ça, c'est les taux de suicide. Vous voyez qu'on est sur une échelle logarithmique, hein, et environ, on a 10 tentatives de suicide pour un suicide. Là, phénomène intéressant, donc je n'ai pas vraiment prévu de vous en parler, mais on pourra en discuter si vous voulez. Il y a un truc sur le suicide qui s'appelle le paradoxe du genre. Et en fait, au niveau des suicides, alors vous voyez pas trop les couleurs, mais c'est pas grave, je vais vous le raconter, vous me ferez confiance. On a 3 fois plus de suicides masculins que féminins. D'accord, donc ils se suicident plus. Et par contre, au niveau des tentatives de suicide, on a 3 fois plus de suicides féminins que masculins. Et donc on est sur quelque chose en fait qui va s'inverser. Ça, il y a plein de théories, plein d'hypothèses, et c'est un phénomène qui est universel et atemporel. C'est-à-dire que si on regarde les stats de l'ensemble des pays de la planète, d'aussi loin qu'on les a, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Et les seuls endroits où on ne les retrouve pas, c'est des endroits où on a des niveaux à peu près équivalents entre les hommes et les femmes, dans des pays avec une rigueur d'état civil qui est quasi inexistante. Donc bon, ça apporte un peu à confusion. Bon, enfin bref. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Voilà, donc ça c'est la vie, hein, c'est un graphe qui est très connu dans le milieu du suicide. Et suicide, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est le même, mais pour les suicides assistés.
Et ça, l'intérêt du suicide assisté, c'est que c'est très bien documenté, du coup, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a toute une dimension administrative, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis qu'ils ont lancé le principe du suicide assisté, eh bien, non seulement quand on est en situation de suicide assisté, les hommes et les femmes se suicident de la même manière, ce qui laisse entendre que cet écart-là, il est lié à des facteurs qui sont en fait gérables humainement. Alors ça peut être des facteurs socio-externes, mais c'est peut-être aussi des facteurs d'expression, des facteurs d'accès à la santé, etc. Mais en tout cas, on arrive par le suicide assisté à vraiment réduire cette différence qui est liée au genre. Et l'autre élément que je trouve intéressant, donc là, pardon, en fait, ici, ce que vous avez, c'est pas vraiment le même graphe. Ça, c'est les taux de suicide du pays, donc suicide, je sais pas, sauvage, on va dire, ou spontané. Et ça, c'est les suicides assistés. Et donc, on voit bien que les suicides classiques, ils suivent le modèle 1 pour 3 qu'on a vu sur le graphe de la France, mais on voit aussi que dans le temps, le suicide assisté est en train de s'installer en Suisse, et que non seulement on a de plus en plus de suicides assistés, ce qui est cohérent avec l'idée qu'on déploie un nouveau dispositif, etc., mais surtout, on a de moins en moins de suicides classiques, sauvages, ce qui laisse entendre que quand on leur donne la possibilité, en fait, les gens vont avoir tendance à se tourner vers ce suicide assisté et vers l'offre qu'ils proposent en termes de suivi, en termes d'accompagnement, etc. Et je trouvais ça intéressant parce qu'on est donc sur une rationalisation pratique du suicide, hein. On s'est très clairement éloigné de l'approche philosophico-liberté, etc. Mais en fait, je ne sais pas si on peut dire que ça marche, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est de plus en plus privilégié et qui parallèlement s'accompagne d'une diminution du taux de suicide spontané qui est celui qui fait peur, puisque c'est celui où on ne sait pas comment sont les gens, si on n'aurait pas pu les aider, etc. etc. Voilà, sur ce, je vous remercie pour votre attention et on peut discuter.